L'affaire du col Dyatlov. C'est une affaire qui est extrêmement connue. Personnellement, je ne la connaissais pas dans les détails, j'en avais entendu parler, je la connaissais dans les grandes lignes, mais je ne savais pas quels étaient tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Cette affaire commence quand des randonneurs se fixent un objectif. Cet objectif, c'est d'atteindre Otorten, une montagne qui est située à 10 km d'un lieu qui est connu car c'est le lieu de la disparition de ces randonneurs. Pour se rendre jusqu'à leur objectif, les randonneurs doivent prendre une route qui est à cette période de l'année-là, c'est-à-dire la fin du mois de janvier, le début du mois de février, comme étant une route très dangereuse. Néanmoins, les randonneurs ne se font pas plus de soucis que cela, car ils sont tous assez expérimentés. Ils ont tous déjà pratiqué de la randonnée dans des conditions assez difficiles, donc il n'y a aucune raison que cette randonnée-là se passe mal. Le 25 janvier, les randonneurs, dont je ne vous dirai pas le nom par peur d'écorcher leur nom, arrivent en train à Ivdel. Après cela, ils prennent un camion pour être déposés dans un village, et c'est à partir de ce village qu'ils vont commencer leur expédition jusqu'à leur objectif. Les 10 randonneurs prennent la route le 27 janvier vers Otorten, et rapidement, au bout d'un jour, l'un des randonneurs, Louri Lodin, doit renoncer à cette expédition, car il est malade, et ce serait bien trop dangereux de continuer étant atteint d'une maladie. Donc finalement, le groupe qui compose l'expédition est composé de 9 randonneurs et non plus 10. Et c'est là que le mystère vient frapper cette affaire. Les randonneurs ont connu un drame, un destin tragique. On ne sait pas précisément ce qui leur est arrivé. La seule chose qui permet de l'établir, ce sont des journaux, des documents appartenant aux randonneurs qui ont été retrouvés à leur camp, qui retracent ce qu'ils ont fait. Ce qu'on sait, c'est que le 31 janvier de l'année 1959, le groupe avait atteint un niveau de la montagne et il allait se préparer pour la montée. Ils établissent donc un premier camp pour d'abord se reposer et prendre assez de force pour parcourir un passage difficile. C'est le lendemain, le 1er février, qu'ils commencent la traversée du col. Leur objectif est simple, traverser rapidement ce passage pour ensuite camper de l'autre côté de celui-ci et reprendre les forces qu'ils ont perdues suite à la difficulté de la traversée. On est en plein hiver, il a beaucoup neigé et la présence de la neige est très forte, il y a du blizzard. Donc imaginez une tempête de sable, mais cette fois-ci composée de neige, on ne voit rien. Et ne voyant rien, la visibilité étant à son minimum, les randonneurs s'écartent de leur objectif. Ils devaient aller vers le nord et ils s'écartent vers l'ouest. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur dans la traversée. Donc plutôt que de continuer leur route et de potentiellement refaire une erreur, ils décident de se stopper là, d'établir un camp et d'attendre que le blizzard cesse pour continuer. Ils ne sont en soi pas si loin de leur objectif, à 10 km, à pied, mais ils sentent qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif, atteindre Otorten. C'est le 2 février, alors que la traversée s'est toujours bien passée, ils ont de l'avance, que les randonneurs prennent une décision étrange. Ils auraient pu s'abriter dans une partie assez boisée, qui leur permettrait d'être à l'abri du blizzard. Mais ils ne l'ont pas fait, ils sont restés là où ils étaient, au milieu de la tempête. On ne sait pas réellement pourquoi, mais on spécule sur le fait qu'ils ont fait ça, pour ne pas perdre l'avance qu'ils avaient sur leur traversée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un énorme flou. Normalement, une fois que le groupe de randonneurs devait être arrivé à leur objectif, ils devaient envoyer un télégramme à leur club sportif pour signaler qu'ils avaient bien réussi l'expédition. Sauf que 12 jours après le début de celle-ci, toujours aucun message. D'abord, il n'y a pas de panique, car c'était plutôt courant que les randonneurs qui pratiquaient ce type d'expédition n'envoient pas un message dès leur arrivée, ils voulaient d'abord reprendre des forces, donc au début, on ne s'inquiète pas. Ce n'est que suite à l'intervention des familles des randonneurs, qui réclament qu'on s'inquiète de l'absence de communication de ceux-ci, que là, des équipes de secours vont être envoyées sur place. Le 20 février, des recherches commencent, et c'est 6 jours plus tard, le 26, qu'on va retrouver leur camp. La tente où ils étaient censés se reposer était gravement endommagée. Elle semblait avoir été découpée de l'intérieur. On a également retrouvé le matériel qu'utilisaient les randonneurs pour leur expédition sur le camp. Et tous les indices présents sur celui-ci semblent montrer que les randonneurs sont partis à la hâte de leur camp, pieds nus. Des empreintes de pas ont été retrouvées. Elles ont été suivies et elles menaient dans un bois de l'autre côté du col Dyatlov. Dans ce bois, on retrouve un feu de camp. Et c'est là qu'on fait la première découverte macabre également. On découvre le corps sans vie de 2 randonneurs. Selon la position des corps, il semblerait que ces 2 randonneurs tentaient de retourner vers leur camp qu'ils avaient déserté. On a retrouvé un autre corps, le 5 mars, et il a fallu 2 mois pour retrouver les corps des randonneurs restants. Tout le monde a finalement été retrouvé,
malheureusement sans vie. Et ce qui est étonnant, c'est que les corps des derniers randonneurs retrouvés sont en meilleur état que les premiers. Mais ce qui est étrange, c'est que ces randonneurs portaient des vêtements qui ne leur appartenaient pas. Par exemple, les 2 derniers randonneurs retrouvés portaient les vêtements des 2 premiers. L'analyse des corps a également montré que chacun était décédé d'une manière très violente. L'un des randonneurs avait 10 côtes brisées, avec sa langue et ses yeux qui avaient été retirés. Un autre avait 5 côtes cassées et les yeux absents de leurs orbites. Un autre avait encore le crâne fracturé. Une enquête a été menée, parce qu'une question se pose suite à la découverte de tous ces corps, c'est est-ce que ces randonneurs sont morts suite à des causes naturelles, météorologiques, ou alors est-ce qu'une tierce personne, un groupe tiers, a causé leur mort? Et à ce moment-là, ce seraient des morts causées par des actes criminels. Les conclusions de l'enquête suite à ces morts tragiques ont été rendues publiques. Il semblerait que 6 des membres du groupe sont morts d'hypothermie et 3 sont morts suite à des blessures mortelles. Il semblerait que chacun des randonneurs soit parti du campement de leur plein gré. Ils n'ont pas été forcés par quelqu'un d'autre. Suite aux autopsies des corps, on a remarqué que les victimes sont décédées entre 6 à 8 heures après leur dernier repas. Donc bien qu'on ait pu déterminer certaines causes de la mort de ces randonneurs, il reste toujours des points de mystère que les enquêteurs n'ont pas réussi à résoudre. Il semblerait que tous les membres du groupe soient décédés à cause d'une force irrésistible. On ne sait pas quoi, on ne sait pas qui. Nous n'avons aucune réponse quant à l'origine de cette fameuse force irrésistible. Mais il y a un détail qui pourrait donner quelques informations. Les vêtements portés par les randonneurs ont été analysés et ont montré des signes de radioactivité. Est-ce que les randonneurs se seraient aventurés dans une zone qu'ils n'auraient jamais dû arpenter? C'est l'une des nombreuses théories qui cherchent à expliquer, à raisonner la mort de ces randonneurs, aux côtés de nombreuses autres théories, comme par exemple l'affiliation du KGB dans cette affaire, ou encore une overdose de drogue. Bien sûr, les théories les plus folles sont également posées sur la table. Extraterrestre, ou alors une horrible rencontre avec la version russe du Yeti. Encore d'autres théories, plus ou moins rationnelles, sont évoquées. On peut penser que les randonneurs ont été attaqués par une tribu. La tribu Mansi, pour la simple et bonne raison qu'ils auraient pénétré sans leur autorisation sur leur territoire. Néanmoins, les corps des randonneurs ne montrent aucun signe de lutte. En plus de ça, il n'y a que leurs propres traces de pas qui ont été retrouvées. Donc, cette théorie est rapidement écartée, ajoutant à cela que les Mansi sont connus pour être une tribu pacifique. Donc ça n'aurait aucun sens qu'ils aient ce genre de comportement. On peut également penser que c'est une condition climatique qui a causé la mort de ces randonneurs. On sait qu'ils ont affronté un fort blizzard. Peut-être qu'au moment où les randonneurs ont quitté la tente, le blizzard était devenu beaucoup plus fort, dangereux, et qu'ils ont voulu s'aventurer dans la zone boisée qu'ils avaient préféré éviter dans un premier temps. Et c'est en sortant de cette zone boisée, pieds nus et affolés, qu'ils ont trouvé leur mort, dans le froid. Certains pensent que des expériences militaires étaient pratiquées dans cette région qui normalement était censée être inoccupée. Donc il est possible, bien que ce ne soit pas avoué, que des expériences militaires aient eu lieu au moment où les randonneurs se trouvaient à leur camp, et que, paniqués, ils ont voulu fuir ces expériences pour sauver leur vie, mais malheureusement ils auraient échoué. Enfin, une dernière théorie mettrait en cause l'un des randonneurs lui-même. Effectivement, Semyon Zolotaryov, dont on a retrouvé le corps, mais qui n'a pas été identifié avec certitude. C'est le seul qu'on ne sait pas identifier clairement, eh bien aurait pu potentiellement commettre un massacre et simuler sa propre mort pour ne pas savoir attribuer les faits. Il aurait ensuite fui et construit une nouvelle identité. Une chose qui soutient ce témoignage est le fait qu'avant de partir en randonnée, il aurait dit à ses amis randonneurs que le monde entier parlerait de cette expédition. Sans expliquer réellement pourquoi il a dit ces termes, si jamais cette théorie s'avère être réelle, il n'aurait jamais pu dire aussi bien la vérité. En décembre 2016, un officier de la CIA s'est présenté au bureau de santé de l'ambassade américaine de La Havane. Il se plaignait de nausées, de maux de tête ou encore de vertiges. Jusque-là, on pense à un malaise banal. Mais quelques jours plus tard, 2 autres officiers de la CIA se présentent pour les mêmes raisons. À la fin de 2018, on a constaté que 26 Américains et 13 Canadiens qui souffraient de ces mêmes maux, donc des nausées, une perte auditive, des vertiges ou encore des saignements de nez,
s'étaient présentés à l'ambassade. On pourrait penser d'abord à une épidémie. Mais ce qui est intriguant dans cette histoire, c'est que chacune de ces personnes disent avoir ressenti ses effets après avoir entendu un bruit étrange. Ce bruit avait été entendu directement chez elle, ou alors dans la chambre d'hôtel qu'elle fréquentait. Néanmoins, là où les témoignages divergent, c'est concernant la forme de ce bruit. Certains ont décrit un bruit aigu, d'autres avaient l'impression de ressentir comme un faisceau sonore pointé directement dans leur chambre. Pour essayer d'illustrer au mieux ce bruit, certains disaient que ça ressemblait à des billes qui roulaient sur le sol. Mais alors qu'est-ce qui aurait pu causer un tel son? Un son capable de donner des maladies. Évidemment, le gouvernement cubain se défend de toute implication dans cette affaire. Un nouveau type d'armement, encore inconnu, un dysfonctionnement des dispositifs d'écoute qui, placés trop près, pourraient engendrer un tel bruit, mais aucune preuve ne va dans un sens ou dans l'autre. Certaines victimes ont réussi à enregistrer le son pour le partager, essayer d'établir son origine, mais impossible de savoir d'où ça venait. Est-ce que ce serait simplement le stress qui jouerait sur les nerfs, les officiers américains étant sous un grand stress, leur nerfs auraient lâché et auraient causé de tels maux? On pourrait le penser. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces événements se sont reproduits. En 2018, en Chine, la même maladie mystérieuse a été diagnostiquée chez un Américain. Et dans les mêmes circonstances que ce qui s'était passé à Cuba, plusieurs Américains se sont présentés avec les mêmes maux et ont dû être rapatriés. La théorie la plus mise en avant concernant l'origine de ces sons est une théorie bien sinistre. Nombreux sont ceux qui pensent que l'origine de ces sons vient d'un nouveau type d'armement. Un type d'armement assez flou, qui pourrait utiliser des ultrasons, des agents chimiques ou biologiques, pour causer des maladies auprès de ceux qui seraient victimes de ce type d'armement. Le Marie Céleste, un bateau américain également appelé l'Amazone, a pris la mer pour la première fois le 18 mai 1861. Il a fait bon nombre de voyages. Il est passé de main en main, de capitaine en capitaine, jusqu'à se retrouver entre les mains du capitaine Benjamin Briggs. Ce capitaine était un marin considéré comme expérimenté, respectable, honorable, et qui était très attaché à la pratique de sa religion. En octobre 1872, Benjamin Briggs est devenu le capitaine du Marie Céleste. Il a pris soin de choisir chaque membre de son équipage. Son second, Albert Richardson, qu'il connaissait très bien car il faisait partie de sa propre famille, il avait épousé une de ses nièces, il avait déjà navigué avec lui. Il avait également à ses côtés un jeune homme, un adjoint, Andrew Gilling, âgé de 25 ans. Et d'autres hommes constituaient l'équipage et tous étaient considérés comme des marins de première classe. Tous des hommes expérimentés, respectés, totalement reconnus dans cette profession. Le 20 octobre 1872, le Marie Céleste reprit la mer avec comme point de départ la ville de New York. S'ajouta à l'équipage de première classe la femme de Benjamin Briggs, Sarah, ainsi que sa fille Sophie. Au moment où le Marie Céleste devait prendre la mer, le temps était médiocre, pas du tout opportun pour un départ en bateau. Benjamin Briggs, homme qualifié, décida donc de patienter que la météo s'améliore. Et c'est le 7 novembre, une fois que la météo était bien meilleure, que le Marie Céleste partit en mer. Et c'est le 4 décembre 1872 que le Marie Céleste est retrouvé à la dérive et totalement vide dans l'Atlantique. Sa cargaison était intacte. Le bateau était toujours prêt à la navigation. La seule chose qui était étonnante vis-à-vis de ce bateau était qu'un canot de sauvetage était prêt à être déployé, mais ne l'avait finalement pas été. Le monde se retrouve donc avec un bateau en état de navigation, pas en parfait état car des voiles étaient en mauvais état, de l'eau était rentrée un petit peu dans le bateau, mais tout semblait en ordre sur le dos. Ce qui avait disparu, c'était des documents, ainsi que des instruments de navigation. Le bateau est ramené par ceux qui l'avaient découvert, et non pas une enquête est menée, car aucune preuve ne demeure, mais des spéculations sont réalisées pour essayer de déterminer ce qui est arrivé à l'équipage de premier ordre du Marie Céleste. On pense évidemment à un acte criminel, que le capitaine Briggs et ses officiers ont été assassinés par un équipage peut-être ivre, ou alors par d'autres marins d'un autre bateau, ayant pour motif l'argent, car des découvertes ont été réalisées, notamment sur le fait que le Marie Céleste avait une assurance qui valait bien plus que
le prix en lui-même du Marie Céleste. Donc s'il arrive malheur au bateau, peut-être que ceux qui ont causé la mort de son équipage pourraient toucher cette assurance. On pense peut-être que c'est le capitaine Briggs lui-même qui aurait organisé ce naufrage ainsi que la mort de son équipage pour toucher cette fameuse assurance. Néanmoins, Briggs était l'un des propriétaires avec d'autres personnes du bateau, donc il aurait beaucoup plus perdu dans cette affaire qu'il n'aurait gagné. On pense sinon que des pirates, actifs le long de la côte marocaine dans les années 1878, auraient attaqué le Marie Céleste. Mais ce qui ne colle pas dans cette théorie-là, c'est que des pirates auraient pillé la cargaison, or celle-ci était intacte. Certains pensent que Briggs, étant quelqu'un d'axé sur la religion, pris d'une fureur religieuse et étant devenu totalement fou suite à son voyage en mer, aurait massacré tous les occupants du navire avant de se donner la mort. Une théorie qui ne tient pas la route, sachant que rien dans ce sens n'a été retrouvé sur le bateau. Pas de sang, pas de corps, rien du tout. Une des grandes questions qui se posent, c'est pourquoi abandonner un navire en bon état avec des provisions? Et beaucoup de spécialistes s'accordent sur le fait qu'une telle décision n'a pu être prise que dans des circonstances extraordinaires et inévitables. Comprenez par là une cause naturelle. La présence d'un iceberg, qui ne sera pas sans vous rappeler Titanic, qui a forcé l'équipage à fuir. Peut-être qu'il y aurait eu une défaillance du bateau qui aurait laissé penser au capitaine Briggs que le bateau était en train de couler alors que ce n'était pas le cas. Ou alors une violente trombe. Une trombe qui se trouve être une petite tornade. Au-delà des théories les plus rationnelles, s'ajoutent des théories beaucoup plus mystiques. Est-ce que le Marie Céleste aurait été attaqué par une pieuvre géante, un kraken ou tout autre monstre marin? C'est l'absence de réponse aux questions qu'on se pose depuis des années qui nous permettent d'imaginer les théories les plus folles. De 1917 à 1928, un demi-million de personnes ont été atteintes d'une maladie mystérieuse. À la suite de la Première Guerre mondiale, les victimes de cette maladie étaient toujours bien vivantes et bien conscientes, mais ils ne pouvaient plus effectuer le moindre geste, comme si ces individus étaient des statues vivantes. Cette maladie, appelée l'encéphalite léthargique, ou alors la maladie du sommeil, est d'abord apparue en Europe et s'est rapidement développée dans le monde. Considérée comme une épidémie, environ un tiers des personnes atteintes de cette maladie ont perdu la vie. Parmi ceux qui ont survécu, la moitié des victimes se sont retrouvées finalement incapables d'interagir physiquement avec le monde qui les entourait, alors qu'ils étaient tout de même pleinement conscients de ce qu'il se passait. Limités à des regards, de légers rires ou de légers mots, ces individus apparaissaient totalement immobiles, à l'image de statues. Plongés dans cet état pendant des heures, des jours, ou même des années pour les cas les plus sévères, la cause de cette maladie est inconnue. Une explication envisagée est la mise en cause d'une bactérie qui attaque le cerveau. Une bactérie qui aurait muté et qui pousserait le système immunitaire à attaquer le cerveau, laissant la victime totalement impuissante. Mais ce qui est surprenant avec cette maladie, c'est que d'elle-même, elle semble avoir disparu. Disparu pendant un temps pour revenir quelques années plus tard. Une des origines de cette maladie, le point de départ de cette fameuse maladie du sommeil, semble se trouver, selon certaines sources, en France. En 1916, lors de la bataille de Verdun, un soldat, au milieu des tranchées, de l'odeur de chair, de boue, qui est en train de subir pleinement la guerre, semble s'endormir tout seul. Mais il ne s'endort pas parce qu'il est fatigué. Il s'endort quand il est en train de converser, quand il est en train de manger, quand il fait ses tours de garde, à des moments où son attention est censée être pleinement requise. Les médecins décident de l'envoyer dans un hôpital spécialisé en neuropsychiatrie, et il se trouve que ce soldat n'est pas le premier à être atteint de ce genre de maux. Il est rejoint par 64 soldats présentant le même mal-être. On peut évidemment associer ce phénomène à des traumatismes de la guerre. Il est possible que la maladie entre-temps ait muté et ait causé ensuite cette sorte de paralysie qui donnait l'impression qu'on avait affaire à des statues vivantes. N'ayant jamais vraiment réussi à déterminer la cause de cette maladie, bien qu'on peut avoir quelques soupçons, il est probable qu'un jour prochain, cette maladie bien étrange, la maladie du sommeil, refasse surface d'elle-même et redisparaisse sans qu'on ne puisse comprendre, encore une fois, quelles ont été les raisons de son apparition et de sa disparition.
Nombreux sont ceux qui croient à la réincarnation. Est-ce qu'on se réincarnerait après notre mort dans un autre être vivant, en animal, en plante, en arbre ou en tout autre élément qui compose notre planète? Certains pensent même que nous sommes la constitution d'une seule et même personne et que nous nous réincarnons à différentes époques. Eh bien, il y a un cas de réincarnation assez mystérieux, car ici on n'a pas du tout le type de réincarnation que je viens d'évoquer. On a un cas de réincarnation où deux jeunes filles se seraient réincarnées dans leur sœur. Le 5 mai 1957, la famille Pollock est frappée par une terrible tragédie. Joanna Pollock, âgée de 11 ans, et Jacqueline Pollock, âgée de 6 ans, décèdent dans un tragique accident de voiture. Les parents sont touchés d'une énorme tristesse. La famille qu'ils avaient construite a disparu. Alors qu'elle se rendait à l'église avec un ami, âgé de 9 ans et nommé Anthony, une voiture leur a ôté la vie. En 1958, Florence Pollock tombe enceinte. Elle donne naissance à des jumelles, Gillian et Jennifer. Le couple Pollock est heureux de refonder une famille, mais certains éléments les frappent. Par exemple, Jennifer avait 2 taches de naissance. L'une était foncée et ronde sur le côté gauche de sa taille, et cette tache de naissance était similaire à celle que feu Jacqueline avait quand elle était en vie. L'autre était une marque au-dessus de l'œil droit, et ça correspondait étrangement à l'emplacement où Jacqueline, de son vivant, avait eu une cicatrice. La famille Pollock a déménagé alors que les 2 jumelles avaient 9 mois. 3 ans après le déménagement, ils sont revenus là où avaient grandi les filles décédées, et étonnamment, les 2 jumelles racontaient des souvenirs qu'elles n'avaient pas vécus. Et ces souvenirs-là correspondaient à des moments de vie des 2 fillettes décédées dans l'accident de voiture. Elles ont parlé d'un parc qu'elles n'avaient jamais visité, mais où elles se souvenaient très clairement avoir joué. Elles ont reconnu distinctement une école qu'elles considéraient comme la leur, alors qu'elles ne l'avaient jamais fréquentée, mais que les 2 fillettes décédées, elles, fréquentaient de leur vivant. Un autre détail très alarmant concernant ces 2 jumelles était leur phobie, qui avait un lien bien étrange avec la mort de Joanna et Jacqueline. Elles avaient une peur horrible des voitures, et dès qu'elles en voyaient une, elles se mettaient à hurler, comme si la voiture allait leur foncer dessus. En plus de cela, les 2 jumelles parlaient fréquemment de l'accident de voiture en disant des termes choquants, qui n'ont pas leur place dans la bouche de 2 fillettes. Elles disaient « du sang sorte de vos yeux, c'est là que la voiture vous a frappé ». Tous ces détails surprenants laissaient penser que les 2 fillettes décédées s'étaient réincarnées dans leur sœur. Mais ce qui est mystérieux, c'est qu'à partir de l'âge de 5 ans, ce type de moments, d'éléments troublants, ont commencé à se faire de plus en plus rares, jusqu'à ne plus arriver du tout. Comme si, à l'âge de 5 ans, les 2 fillettes perdaient la mémoire de leur ancienne 5 histoires mystérieuses. Nous sommes le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving, et c'est un jour où il ne fait pas vraiment beau. C'est une journée en soi comme les autres pour l'aéroport de Portland. Un vol, partant à 16h35, est censé se rendre à Seattle, mais à son bord, un passager très connu aujourd'hui, mais également très mystérieux, a pris place. Ce passager porte le nom de Dan Cooper, DB Cooper. Il prend place dans l'avion en direction de Seattle, un avion qui est très peu rempli, qui est composé de 36 passagers et de 6 personnels d'équipage. Cooper était très propre sur lui. Il portait un costume noir, des mocassins, une chemise parfaitement repassée, une cravate, et il portait des lunettes de soleil. Cet homme ressemblait en tout point à un businessman. Le vol devait durer simplement quelques minutes, 250 km séparant Seattle à destination de Portland, le point de départ de l'avion. L'embarcation se passe bien, tous les passagers sont présents. L'avion prend donc la voie des airs pour se rendre à sa destination. Et seulement quelques minutes après que l'avion soit dans les airs, Cooper appelle une hôtesse de l'air. Il lui commande une boisson. Il règle le prix de la boisson et juste après ça, il lui remet une enveloppe. Dans un premier temps, l'hôtesse de l'air pense que Cooper la drague et qu'il lui a donné une enveloppe contenant son numéro de téléphone. Donc sans regarder le contenu de cette enveloppe, elle la glisse dans sa poche. Mais Cooper, remarquant ceci, lui a dit qu'elle ferait mieux de regarder quel était son contenu.
L'hôtesse de l'air s'est exécutée, et dans la note qui était présente dans l'enveloppe, il y avait marqué « J'ai une bombe dans ma mallette, je m'en servirai si nécessaire. Je veux que vous restiez à mes côtés. Je détourne cet avion. » L'hôtesse de l'air a informé les pilotes dans le cockpit, et eux ont directement pris contact avec les autorités compétentes au sol. Et les autorités compétentes ont suggéré aux pilotes de faire ce que ce fameux Cooper demandait. L'hôtesse de l'air s'est donc rassise à côté de Cooper et elle a pu apercevoir brièvement ce qui se trouvait dans sa mallette. Elle a vu des sortes de bâtonnets rouges ainsi que des câbles électriques. Cooper a demandé à l'hôtesse de l'air de dire qu'il ne fallait pas atterrir tant que les parachutes n'étaient pas prêts. La demande de Cooper était plutôt simple. Ce qu'il voulait, c'était une rançon. Il demandait 200 000 $ en échange de la sécurité des passagers. Il voulait également 4 parachutes pour en utiliser 2 au niveau du ventre et 2 au niveau du dos au cas où il y a un problème. Et on suppose déjà que DB Cooper voulait autant de parachutes pour s'assurer qu'il n'y ait pas un parachute qui soit piégé, qu'on lui donne pour qu'il ne s'en sorte pas. Visiblement, on avait affaire à quelqu'un qui était assez intelligent. L'avion se pose à Seattle, l'argent lui est remis. On lui remet également des parachutes. Et il demande ensuite au pilote de reprendre la voie des airs. Il demande à ce que l'avion soit dirigé vers Mexico, et alors qu'ils sont en train de naviguer dans le ciel, le pilote l'informe qu'il n'y aura pas assez d'essence pour se rendre là-bas, néanmoins, il pouvait aller vers la ville de Reno. Cooper a accepté cette proposition, et il a demandé au pilote de rester à une altitude assez basse. Le vol se poursuit, et à un moment donné, sans dire quoi que ce soit, DB Cooper va vers l'arrière de l'avion, il ouvre la porte, et il saute. Il saute avec l'argent qu'on lui avait remis à Seattle et également les fameux parachutes. Il a sauté, bien que poursuivi par 2 avions de chasse, dans un anonymat le plus total. Les avions de chasse qui poursuivaient l'avion qu'il avait détourné ne l'ont pas remarqué. On suppose qu'il a atterri non loin de la ville d'Ariel, à 48 km au nord de Portland, mais à partir du moment où DB Cooper a sauté de l'avion, c'est là qu'on a perdu sa trace. On l'a recherché pendant 18 jours. Sans succès. On n'a pas retrouvé de parachute, aucune trace de DB Cooper lui-même. On ne sait même pas en fait s'il a survécu à son saut. Il y a une probabilité que oui, et qu'il ait réussi à s'en sortir, qu'il ait réussi son coup, mais il y a également une probabilité qu'il s'est totalement raté et qu'il est mort rapidement. Un homme a été interrogé qui portait le même nom que notre malfaiteur, Daniel B. Cooper, mais il a été vite relâché car rien ne permettait de le lier à cette enquête. La fuite de DB Cooper a donné l'idée d'une innovation, car il y a eu plus tard d'autres cas de détournement quelque peu similaires, mais qui ont été moins couronnés de succès que la fuite de DB Cooper, et maintenant, les avions du même type que celui qui a détourné DB Cooper sont équipés d'une sécurité qui empêche, entre guillemets, de déployer l'escalier de la partie arrière de l'avion tant qu'il est en vol. On n'a donc aucune trace de DB Cooper, mais on retrouve plus tard des traces de l'argent qu'on lui avait donné. Le 13 février 1990, 5 800 $ ont été retrouvés par une famille qui pique-niquait à 8 km au nord-ouest de Vancouver. On pourrait se dire que c'est de l'argent qui a été retrouvé mais qui n'a aucun lien avec cette affaire, mais l'argent qui a été transmis à DB Cooper avait été enregistré, et l'enregistrement correspondait. L'objectif de cet enregistrement de l'argent qui a été donné, c'était de traquer DB Cooper, de savoir, on va dire, quel avait été son chemin. Sauf que là, retrouver de l'argent comme ça, un peu au milieu de nulle part, ça n'aidait en rien l'enquête. C'est assez récemment, le 12 juillet 2016, que le FBI a annoncé cesser la recherche de DB Cooper. Une recherche qui s'est conclue au bout de 44 ans, sans succès. Il y a eu plusieurs suspects assez sérieux dans cette affaire. Richard McCoy Jr., John List, mais la personne qui semble être la plus probable d'être ce fameux DB Cooper est un homme du nom de Dwan Weber. Il semblerait que sa femme, veuve, a déclaré à la presse que son mari, avant qu'il ne disparaisse, lui a avoué être le fameux Dan Cooper, le pirate de l'air. Plusieurs éléments l'ont amené à penser cela, déjà les aveux, mais après cela elle a fait des recherches, elle a essayé de se rappeler un petit peu de certains souvenirs, elle se rappelait que son mari parfois faisait des cauchemars, où il parlait dans son sommeil, et dans son sommeil il disait qu'il devait faire un saut, sauter d'un avion, et qu'il avait laissé ses empreintes sur l'escalier arrière d'un avion, ce qui semble cruellement correspondre
à l'histoire de D.B. Cooper. Elle a également retrouvé dans ses affaires un billet qui correspondait au vol Portland-Seattle, et ce fameux mari lui avait également confessé qu'il avait eu une blessure au genou suite au saut d'un avion. Duane Weber et sa femme sont également à un moment donné partis à Seattle et il a dit que c'était un voyage très sentimental pour lui. Et à un moment donné, il a marché seul à côté d'un fleuve, ce qui semblait très bizarre pour la femme, et ce fameux fleuve était l'endroit où 4 mois après le fameux voyage, on a retrouvé les fameux 5800 $. Le FBI a pris contact avec cette veuve et même le FBI a avoué que cet homme, Duane Weber, était le suspect le plus probable. Néanmoins, sachant qu'il était mort, il était difficile de faire vérifier vraiment cette information et d'attribuer vraiment cette affaire à cet homme qui est décédé. D'où le fait que, encore aujourd'hui, cette affaire reste un mystère. On peut donc avoir plusieurs théories. Un des autres suspects est Richard McCoy. C'est un des suspects parce qu'il a effectué d'autres détournements en donnant les mêmes instructions que D.B. Cooper. Sauf qu'une fois il s'est fait arrêter, de l'argent, beaucoup d'argent avait déjà été retrouvé chez lui quand on l'a arrêté. Il avait beaucoup plus d'argent que ce que D.B. Cooper avait demandé. Il a été arrêté pour détournement. On lui a posé des questions sur le fait qu'il était peut-être D.B. Cooper, lui il a toujours dit que non. Il a été mis en prison, McCoy ensuite a réussi à s'enfuir et c'est alors qu'il était poursuivi qu'il a été tué par un agent du FBI avec un fusil de chasse. Il y a eu un livre disant que ce fameux McCoy était le vrai D.B. Cooper, parce qu'il y avait certes des similitudes. L'agent qui a également tué ce fameux McCoy dit qu'il a bien tué D.B. Cooper, mais voilà, il n'y a rien qui colle en fait à 100%. Là, en vous parlant d'abord de Duane Weber, vous vous êtes sûrement dit que c'était cette personne, et après en ayant entendu la version de Richard McCoy, vous vous dites peut-être, bah en fait c'est Richard McCoy. Donc c'est assez compliqué, il y a des similitudes dans plusieurs théories, mais rien qui colle à 100%. C'est une histoire qui fascine, parce que bien qu'on peut avoir des théories viables, on n'a pas une histoire avérée qui est présentée pour solutionner cette affaire. Il est pas rare de trouver dans le monde des ruines de châteaux forts, d'autres civilisations. Et bien dans la baie de Guanabara au Brésil, un homme, Robert Marx, a déterré en 1982 dans un grand espace qui apparemment correspondrait à l'équivalent de 3 terrains de tennis, des jarres romaines. Mais il n'y en avait pas que quelques-unes, il y en avait 200. Et certaines d'entre elles étaient même Jusque-là, on peut se dire qu'il n'y a rien d'anormal. On peut avoir des restes de châteaux qui datent d'il y a des siècles, pourquoi on ne pourrait pas avoir des objets qui datent de l'Empire romain? Et bien ce qui est surprenant, c'est que on ne sait pas comment ces jarres se sont retrouvées là. Parce que selon l'histoire, les premiers Européens à avoir mis le pied au Brésil l'ont fait dans les années 1500. Or, ces jarres romaines datent de l'Empire romain, donc d'environ les années 300. Donc si jamais des Romains avaient mis les pieds au Brésil durant ces années-là, ça veut dire qu'il y a une période de l'histoire qu'on connaît qui est erronée. On a quand même certaines théories qui sont plausibles mais qui restent à l'état de théorie. Les Romains avaient l'habitude d'utiliser la mer pour commercer autour de la Méditerranée, on sait qu'ils se sont même aventurés jusqu'en Inde, mais ils n'ont jamais pris la mer pour traverser l'océan et se retrouver au Brésil. Donc ce qu'on pense, c'est qu'un marin inexpérimenté a été pris dans une tempête et s'est retrouvé au Brésil. C'est quelque chose qui semble probable, mais ce qui est assez fou, c'est qu'il y a quand même une énorme distance entre Rome en Italie, ou en tout cas la mer Méditerranée, et le Brésil. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais éclaircir, parce que le gouvernement brésilien a fermé la baie où les jarres ont été retrouvées, interdisant plus de recherches que ça concernant cette découverte. Officiellement, c'est pour dissuader les pillards, mais officieusement, on peut penser que c'est plutôt pour ne pas créer du trouble dans l'histoire du Brésil. Quelle est la vérité dans tout cela? Ça reste encore à l'état de mystère. Normalement, les livres sont censés nous apporter du savoir, de la connaissance. Eh bien, il y a un livre qui apporte tout le contraire de cela. Il apporte son lot de mystères. Ce livre, c'est le manuscrit de Voynich. C'est un livre, ou plutôt un codex, c'est-à-dire des écrits qui n'ont pas de lien directement entre les différentes pages. Par exemple, un livre, vous savez, est décomposé en chapitres qui ont une certaine trame. Et bien ce manuscrit, sur une page on va avoir quelque chose, sur l'autre page encore quelque chose de différent. Et là où il y a un couac dans cette histoire, c'est que on n'arrive pas à le lire. On ne connaît pas
l'auteur de ce livre, et on ne sait pas également dans quelle langue il a été rédigé. Aucune langue connue. Donc on suppose qu'il a été rédigé avec une sorte de code. On l'a daté aux années 1500. Et ce qu'il y a à l'intérieur est difficilement compréhensible. On pense qu'il y a des notes concernant des plantes, mais des plantes qu'on ne connaît pas. Néanmoins, le fait de voir des plantes, on pense que c'est un livre qui a appartenu à un herbier, que c'est quelque chose qui traite de l'alchimie, ou alors on a une théorie comme quoi ce livre traiterait de certaines choses peut-être surnaturelles. Ce livre est composé de 234 pages. On a l'impression qu'il y a des pages qui manquent, que normalement il y aurait plutôt 272 pages. Il y a du texte, des illustrations, certaines pages contiennent que du texte, et ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a certains passages qui semblent avoir été un peu modifiés, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des notes qui ont été rédigées, et par-dessus les notes, il y a une autre écriture, une autre couleur qui a été utilisée, comme si par exemple l'encre commençait à disparaître avec le temps et qu'on a voulu réécrire par-dessus pour que ça reste lisible. Pour vous donner un exemple concret, admettons que quelqu'un a écrit sur une feuille avec un stylo bleu. 10 ans plus tard, on arrive toujours à discerner un petit peu ce qui a été écrit, mais on sent que ça commence à s'effacer. On prend un stylo noir et on réécrit par-dessus la même chose. En gros, on décalque ce qui a été écrit pour que ça reste lisible. C'est ce qui a été fait sur ce manuscrit. On sait à qui ce manuscrit a appartenu, un peu au fur et à mesure du temps, mais on ne sait pas qui en est à l'origine. À un moment donné, en fait, il est apparu dans l'histoire, jusqu'à nous. Beaucoup ont essayé, au fur et à mesure des temps, ça fait vraiment depuis des siècles, de comprendre ce qui a été écrit dans ce manuscrit. Certains pensent que c'est vraiment n'importe quoi. Ils trouvent que ce manuscrit est juste un livre inutile qui prend la poussière dans une bibliothèque, mais d'autres pensent qu'il y a peut-être des informations avant-gardistes qui pourraient peut-être soit révéler des choses sur le surnaturel, soit révéler des avancées dans la science. Donc évidemment qu'on veut savoir ce qu'il y a marqué là-dedans. C'est Wilfried Voynich qui a mis en lumière ce fameux manuscrit, d'où le nom du manuscrit de Voynich. Lui, il l'a obtenu un peu par hasard, il avait acheté 30 manuscrits et dans le lot, il y avait celui-ci. Mais là, la question qui vous brûle les lèvres certainement, c'est pas qui appartient au manuscrit forcément, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Et bien, ce qu'il y a dedans, on n'en a aucune idée. Soit ce sont des notes concernant des plantes, des herbes, dans l'objectif de pratiquer un art médicinal par les plantes. On a une théorie comme quoi il y aurait d'une part des notes sur les plantes, sur la botanique, mais également des notes sur de l'astrologie. Deux domaines qui n'ont rien à voir. Et comme je vous l'ai dit, on ne sait pas décrire ce qu'il y a dans ce manuscrit. Donc en fait, il y a des dessins, on pense que c'est soit de l'astrologie, soit de la biologie. Encore une fois, c'est super éloigné. Par exemple, sur ces dessins, on pense qu'il y a la représentation d'une galaxie. Sauf que d'autres personnes voient ici la représentation d'une flaque d'eau au microscope. Libre à vous de voir ce que vous voulez y voir, de toute manière il n'y a pas de bonne réponse pour le moment. Autre théorie, on pense que les notes dans ce manuscrit servent à la préparation de médicaments, ce qui était assez avant-gardiste pour l'époque. Mais voilà, personne n'est trop convaincu par cette théorie-là. Donc voilà, vous savez tout sur ce fameux manuscrit de Voynich. On n'a pas réussi à le décoder, on n'arrive pas à savoir si le code utilisé est un mélange de plusieurs langues, est-ce que c'est un code unique qui a été créé par son auteur. On ne sait même pas dire qui est l'auteur pour essayer derrière de déchiffrer le code. Donc c'est en réalité un livre qui a peut-être des informations incroyables, mais qui pour le moment en l'état est inutile. Parce que sans parler de code ou quoi que ce soit, si par exemple vous, chez vous, vous ne parlez que le français et que vous avez dans votre bibliothèque un livre russe, ça vous sert pas à grand chose. Et bien là, c'est un livre qui ne sert à personne parce que personne ne peut le lire. Dans cette affaire mystérieuse-là, on va parler vraiment de choses concrètes. Un peu de contexte. George Soder était un Italien qui a immigré vers les États-Unis. Il a migré avec son frère et il voulait s'installer un petit peu avant de faire venir sa famille. Il a fait différents métiers, il a même lancé son entreprise de transport qui a connu un assez bon succès. Et il a rencontré une autre immigrée italienne qui est venue aux États-Unis, Jenny, qui est devenue sa femme. Ensemble, ils ont vécu à Fayetteville. Ils étaient assez connus dans la ville de par l'entreprise qui prospérait de George, l'entreprise de transport. Et ils ont eu ensemble, non pas un ni deux, mais 10 enfants. George était décrit comme quelqu'un qui savait très bien gérer ses affaires, mais qui n'avait également pas sa langue dans sa poche. Il avait des idées très précises concernant un certain dictateur, Mussolini, et il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait de lui, à qui voulait bien l'entendre. En octobre 1945, George Soder a reçu la visite d'une sorte de courtier en assurance.
Et ce fameux courtier en assurance a donné un message assez étrange à George, disant qu'il devait faire attention à ce qu'il disait parce que sa maison pourrait prendre feu et sa famille pourrait être détruite. C'est un présage de très mauvais augure. À ce moment-là, Mussolini, le fameux dictateur italien, a été arrêté et exécuté, mais les remarques de George, bien qu'on va dire que la période dictatoriale était terminée, eh bien tout ce qu'il disait, c'est resté un peu dans la tête des gens. Donc peut-être que des partisans de Mussolini ont entendu ce qu'il a dit, et en colère de ce qui est arrivé à leur idole, si on peut dire ça comme ça, ont prévu de lancer quelques représailles à George et à sa famille. Une autre personne qui rendait visite à George a regardé un peu sa maison et a dit qu'il devait faire attention parce qu'il y avait un boîtier de fusible qui pourrait potentiellement lancer un incendie. En tout cas, on a toujours des présages vis-à-vis du feu. George ne s'inquiète pas plus que ça parce que la compagnie électrique qui a installé ces fameux fusibles a dit qu'il n'y avait aucun problème, mais encore une fois, on a un détail assez troublant plus tard, c'est que juste avant la période de Noël, le plus vieux des fils de la famille Soder a dit à George qu'il avait vu des voitures étranges garées devant la maison. Et ceux qui étaient dans cette voiture regardaient les enfants rentrer de l'école. Plusieurs éléments qui semblent assez étranges. Quoi qu'il en soit, on avance au 24 décembre 1945. Marion, la plus vieille des filles de la famille, rentrait de son travail au magasin et elle a surpris 3 de ses jeunes sœurs, Martha, Betty et Jenny, jouer avec des cadeaux qu'on leur avait faits, que elles-mêmes leur avaient fait. Les jeunes filles voulaient rester un peu plus tard éveillées parce qu'elles étaient très contentes de leurs cadeaux, donc elles voulaient s'amuser encore un peu. À 22 h, Jenny, la mère, a dit que oui, les enfants pouvaient rester un peu plus tard, exceptionnellement avec Noël. Donc il y en a qui jouent, d'autres qui dorment. Rien qui semble qu'il va se passer quelque chose d'étonnant. À minuit 30, le téléphone sonne. Jenny va répondre et elle a, à l'autre bout du fil, la voix d'une femme qu'elle ne reconnaît pas et qui demande quelqu'un qu'elle ne connaît pas. On peut donc supposer qu'il y a erreur de numéro. C'est ce que lui dit Jenny. Jenny dit « Madame, vous avez dû vous tromper ». Et là, elle a entendu une sorte de rire machiavélique de l'autre côté de la ligne. Pensant que c'est une mauvaise blague, Jenny raccroche et elle va se coucher. En allant se coucher, elle remarque qu'il y a des lumières allumées, des rideaux qui devaient être fermés mais qui ne le sont pas, donc elle suppose que certains des enfants qui jouaient ont juste oublié d'éteindre la lumière et de fermer les rideaux, donc elle s'en occupe. Et après cela, elle va au lit. À 1 h du matin, Jenny est réveillée. Cette fois-ci par un bruit qui semble taper le toit de la maison, un bruit assez lourd. Elle entend comme quelque chose qui tape et ensuite quelque chose qui roule. Elle entend quelques répétitions de ces bruits mais au bout d'un moment plus rien, donc Jenny se dit que ce n'est rien et elle se recouche. 1 heure plus tard, Jenny se réveille de nouveau. Elle est réveillée non pas cette fois-ci parce qu'elle entend un bruit mais parce qu'elle sent l'odeur de la fumée. Elle se réveille, elle essaie de voir d'où il y a cette odeur et elle se rend compte que la pièce que George utilise comme bureau est en feu. Jenny réveille son mari, elle réveille ses enfants les plus vieux, et au total, George, Jenny, la femme, sortent de la maison, et également Marion, Sylvia, John et George Jr. Donc là vous constatez qu'il manque des enfants, sur les 10 il en manque certains. Ensemble ils crient de l'extérieur de la maison pour essayer d'appeler les enfants qui manquent à l'appel, mais aucune réponse. Et c'est là que le mystère commence. Le feu est pris en charge par les pompiers, la famille Soder qui avait réussi à s'échapper pensait que ceux qui manquaient à l'appel étaient décédés pris au piège dans les flammes. Mais il n'y a aucune trace, rien, pas d'eau, pas de corps calciné, rien du tout, qui laisserait penser qu'il y avait d'autres personnes dans la maison. Aucun corps n'est retrouvé. Néanmoins, la conclusion suite aux recherches de la maison est que le feu était tellement fort qu'il n'a laissé aucune trace des enfants piégés. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à ce mystère. Déjà, la version par exemple que George donne aux enquêteurs suite à cet incendie diffère. Il dit d'abord qu'il a fui la maison avec tout le monde, après il dit qu'il a essayé de sauver les enfants qui étaient enfermés dans la maison, qu'il a voulu utiliser un camion qu'il utilisait de base pour sa société de transport, un camion à charbon, mais ce camion ne marchait pas, donc il y a plein d'incohérences qui ajoutent du flou à ce mystère. Un témoin, une femme, a dit avoir vu les enfants disparus, regarder une voiture alors qu'il y avait l'incendie à côté, donc on pourrait penser selon ce témoignage que les enfants avaient réussi à sortir de la maison. Et bien qu'on ait des zones troubles vis-à-vis de l'incendie en tant que tel, on a également des zones troubles sur la suite, sur le futur derrière l'incendie. Quelqu'un a dit avoir vu après l'incendie les enfants dans un hôtel, apparemment accompagné de 2 femmes et de 2 hommes qui semblaient être d'origine italienne. Cette femme a même dit avoir essayé de parler aux enfants pensant les reconnaître, mais que les personnes qui les accompagnaient, eux, étaient hostiles. Ils ont empêché la femme d'hôtel de leur parler. Donc là, on a carrément l'hypothèse d'un enlèvement.
Une hypothèse qui en soi se tient parce que, comme je vous l'ai dit, la famille Soder était une famille plutôt prospère de par le business de George. Donc il avait un peu d'argent, donc on a pensé qu'il y avait eu kidnapping pour demander une rançon à George, ou alors que la mafia italienne qui s'implantait aux États-Unis voulait faire pression sur George pour qu'il rende des faveurs en l'échange de la sécurité de ses enfants. Donc qu'est-il arrivé aux enfants disparus? Ont-ils réellement péri dans l'incendie? Ont-ils été enlevés? Nul ne sait le dire. Et certaines théories vont dans le sens où les enfants ont réussi à faire leur vie ailleurs. Les parents, eux, n'ont jamais cessé de les rechercher. À un moment donné, George a cru voir dans un magazine une de ses filles. Dans un article qui parlait de ballet, George s'est immédiatement rendu dans l'école de danse, mais on lui a refusé de voir la fameuse jeune fille en question. Quelqu'un a écrit plus tard à la famille, disant que le plus jeune des fils, Louis, avait révélé sa vraie identité alors qu'il était alcoolisé. Il y aurait même une photo de ce fameux Louis, et effectivement, il ressemble beaucoup à sa version plus jeune. Mais ce qui est surprenant, c'est que pourquoi les enfants n'auraient jamais essayé de retrouver leur famille? Ils n'avaient pas l'air malheureux. Donc, beaucoup de questions se posent, et encore une fois, je sais que je le répète beaucoup, mais vu qu'on a affaire à un mystère, on n'a pas les réponses. Est-ce qu'ils ont été forcés de créer une nouvelle vie? Est-ce que des personnes ont kidnappé les enfants pour créer leur propre famille? Est-ce que il y avait de base effectivement quelque chose qui collait avec un kidnapping? Vraiment, personne ne sait dire où sont passés ces enfants. On a une théorie, la théorie officielle, qui voudrait qu'ils soient morts dans l'incendie. Et ensuite, bon nombre de théories plutôt officieuses qui semblent montrer que, eh bien non. Peut-être qu'ils auraient réussi à sortir de l'incendie d'eux-mêmes, mais qu'une fois à l'extérieur de la maison, des tierces personnes aurait empêché la réunion de la famille Soder. Il y a énormément beaucoup de détails sur cette affaire. Il est possible que j'en fasse une vidéo beaucoup plus complète si jamais vous le désirez, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va terminer avec Paula Walden. Paula Walden, qui était la plus vieille d'une famille composée de 4 enfants, fille d'un ingénieur et architecte connu, William Walden, et de sa femme, Jean Douglas. Paula était une jeune femme qui aimait beaucoup marcher, elle était étudiante et il y avait un chemin de randonnée qu'elle aimait bien prendre. À chaque fois, elle demandait à des amis de l'accompagner, mais ils refusaient toujours car trop occupés, et c'est le fait de se retrouver seule sur ce chemin de randonnée qui a causé sa disparition. Elle travaillait également à l'université pour avoir un peu de sous, et après avoir terminé son service, elle est retournée dans son dortoir pour se changer ses vêtements de travail pour des vêtements, on va dire, de randonnée. Ces vêtements étaient adaptés à la température qu'il faisait, mais pas à la température qu'il allait faire le soir, donc on peut dire déjà qu'elle n'avait pas prévu de s'éterniser longtemps sur ce chemin de randonnée. Elle avait prévu de rentrer, ce qui élimine normalement la théorie suite à sa disparition de « elle s'enfuit ». Elle avait aucun sac avec elle, pas de vêtements de rechange, donc on constate qu'elle est vraiment partie juste pour faire une petite session de marche. Elle est donc allée dans l'allée du campus. Elle a fait du stop ensuite pour se rendre au fameux chemin de randonnée. Elle a été récupérée par un entrepreneur local et elle a été déposée au chemin. Jusque là, on arrive à retracer sa route. Elle a ensuite commencé sa randonnée, elle a rencontré d'autres marcheurs qui allaient dans le sens opposé que elle empruntait. Elle leur a même parlé, elle a posé quelques questions sur le chemin de randonnée et elle a ensuite repris la route. Et c'est là qu'elle a disparu. Elle a continué sur le chemin de randonnée, mais on ne sait pas ce qu'elle a fait derrière. Les seules choses qu'on a à partir de là, ce sont des suppositions. Soit voyant que la nuit commençait à tomber, elle s'est aventurée dans les bois et elle a peut-être fait une mauvaise rencontre. Soit elle a pris toute autre direction ou lui est arrivé, on ne sait quoi. Elle n'est pas revenue donc à son campus université, dans son dortoir. Sa colocataire pensait qu'elle était à la bibliothèque, mais c'est le lendemain matin, voyant que Paula n'était pas de retour, qu'elle s'est inquiétée. Elle a informé, on va dire, les responsables de l'université, et eux ont commencé à faire une recherche sur le campus. Elle n'a pas été trouvée, évidemment, et au bout d'un moment, rapidement quand même, la police a été contactée, on a mis la photo de Paula dans le journal, et c'est là que une personne qui avait rencontré Paula sur le chemin de randonnée l'a reconnue, et on a informé la police. Donc déjà, on pouvait un peu plus avoir une zone précise de là où on devait chercher. Beaucoup de monde participe à la recherche, professeurs, étudiants, policiers, des membres de la famille, des pompiers, des membres de la garde nationale. Vraiment beaucoup de gens recherchent sur le chemin de randonnée Paula. Ce qu'on cherchait, c'était pas nécessairement un corps, c'était une jeune fille perdue dans les bois. Mais là, voyant qu'au fur et à mesure des recherches, il n'y a aucune piste, les théories commencent à être un peu envisagées. On commence à spéculer sur ce qui a pu se passer. Bien que ce soit assez peu probable, on peut se dire que Paula a décidé de s'enfuir pour mener une nouvelle vie, que peut-être elle avait rencontré un amant, qu'elle a voulu partir avec lui, ou alors peut-être même qu'en faisant sa randonnée, elle s'est blessée à la tête, elle est tombée,
et ça lui a provoqué une amnésie. Évidemment, ça semble assez fou de penser à ce genre de choses, mais sachant qu'on n'a aucun indice, on pense à tout. On pense qu'elle s'est peut-être donné la mort, on pense qu'elle s'est peut-être donné la mort, ou alors qu'elle a fait une mauvaise rencontre et qu'elle a soit été kidnappée ou assassinée. Toutes les personnes qui ont croisé Paula ont été interrogées, rien ne permettait d'alimenter l'enquête, et la seule piste plutôt probable qu'on a pu avoir, c'est un bûcheron du nom de Gadette qui a vu pour la dernière fois Paula parce qu'elle est passée à côté de sa cabane de bûcheron. Lui était énervé parce qu'il s'était embrouillé avec sa femme, ou en tout cas sa petite amie, et il a changé de version plusieurs fois auprès des policiers, donc on va dire que le fait qu'il soit suspect, ça ne s'amenuisait pas forcément quand vous mentez à la police, même si vous n'êtes pas coupable, on a tendance à vous suspecter. C'est ce qui lui est arrivé, et en plus il avait dit à certaines personnes qu'il savait approximativement où était enterrée Paula, donc il y a une piste, mais il n'y a aucune preuve qui vont dans ce sens-là, à part ce que lui a pu dire, et lui il dit que c'était que des bavardages, des trucs qu'il a pu dire à cause de l'alcool, mais il y a eu zéro preuve. Chez lui on n'a rien trouvé, il n'y a eu aucune preuve dans la forêt, sur le chemin de randonnée, absolument rien du tout. Donc, bien que évidemment ce soit assez bizarre qu'il dise ce genre de choses, il n'y a rien qui permettait de l'arrêter ou quoi que ce soit derrière. Ce qui est assez fascinant dans cette disparition, c'est qu'il y a eu d'autres disparitions dans la même zone que Paula Welden, entre 1945 et 1950, et des disparitions qui n'ont pas été résolues. Donc vu que à chaque fois ces disparitions étaient très étranges, très mystérieuses, on a donné au nom de cette zone le même nom, le nom qu'on donne en mer, le triangle des Bermudes. Sauf que là on n'appelle pas ça le triangle des Bermudes, sachant que la zone c'est au nord-ouest de Bennington, on appelle ça le triangle de Bennington. Je pense que vous avez compris un peu la référence du truc. Nous sommes le 15 janvier 1947. Une découverte macabre est réalisée à côté de Norton Avenue, à Los Angeles. Le corps d'une jeune femme âgée de 22 ans, Elizabeth Short, est retrouvé dans un état horrible. Son corps a été coupé en deux. Sa peau est très pâle et il semblerait que tout le sang de son corps ait été prélevé. Le corps est tellement dans un état lamentable que, dans un premier temps, quand on le découvre, on ne pense pas avoir fait une découverte macabre. On pense qu'un mannequin utilisé dans le milieu du prêt-à-porter a été jeté ici, mais rapidement, on se rend compte que non, ce n'est pas un mannequin, c'est bien un être humain à qui on a ôté la vie. Sur le visage de feu Elizabeth Short se trouve une coupure allant de ses lèvres jusqu'à ses oreilles. La personne qui l'a massacrée lui a laissé le sourire de l'ange. Elle a été découpée avec une précision chirurgicale. Une rapide analyse de la scène de crime montre qu'il n'y a aucune trace de sang à côté du corps, ce qui laisse supposer qu'Elizabeth Short n'a pas été assassinée là où elle a été trouvée, mais que son corps a été déplacé. Mais qui était cette victime? Elizabeth, fille de l'entrepreneur Cleo Short, ruinée suite à la Grande Dépression, a toujours eu de grandes ambitions. Son objectif était simple, devenir actrice. Ne trouvant pas le succès auquel elle aspire, elle obtient d'abord quelques emplois de serveuse pour pouvoir couvrir ses besoins, et au cours de sa jeune vie, elle a rencontré plusieurs hommes. D'abord un pilote, Matthew Michael Gordon Jr., qui lui promet de l'épouser à son retour, mais il décède malheureusement en Inde, l'empêchant ainsi de tenir sa promesse. Elizabeth bouge de ville en ville, elle obtient toujours un emploi de serveuse, elle est parfois arrêtée alors qu'elle était mineure pour consommation illégale d'alcool. Elle n'a jamais de logement stable, elle vit toujours en pension, dans des hôtels ou dans des colocations, et à un moment donné elle décide de partir à Hollywood pour se donner toutes les chances d'avoir ce qu'elle désire le plus, une carrière d'actrice, et quoi de mieux que la ville des stars, la ville du cinéma, pour y arriver. Son ambition a été interrompue suite à la découverte ensuite, le 15 janvier 1947, de son cadavre. La police s'est donc attelée à retrouver le meurtrier de celle qu'on appelle maintenant le Dahlia Noir. 9 jours après la découverte du corps, la police a reçu une enveloppe contenant une lettre qui avait été rédigée non pas à la main, mais avec des lettres piochées dans certains magazines, pour ne pas que l'écriture soit identifiable. Cette lettre indiquait que l'enveloppe contenait des effets personnels appartenant à Elizabeth Short. Et effectivement, dans cette enveloppe ont été retrouvées la carte de sécurité sociale de la victime, son certificat de naissance, un carnet d'adresses avec des pages manquantes, avec sur la couverture le nom de Mark Hansen, et quelques photos. Il n'y avait aucune empreinte sur chacun des objets,
Mais ce qui a été remarqué, c'est qu'un produit avait été utilisé pour effacer les fameuses empreintes qu'il y aurait pu y avoir. Le 14 mars, une note a été retrouvée dans une chaussure, à côté d'une pile de vêtements, sur Breeze Avenue à Los Angeles. Sur la note, il y avait marqué « À qui de droit ? J'ai attendu que la police me capture pour le meurtre du Dahlia noir. Mais je ne peux plus. Je suis trop lâche pour me rendre. C'est la meilleure solution pour moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolé, Marie. » Suite à cela, les vêtements ont été analysés, mais malheureusement, ça ne permettait d'avoir aucun indice sur qui en était le propriétaire. Il y a eu beaucoup de suspects vis-à-vis de cette affaire, dont une cinquantaine, qui n'étaient pas juste suspects, qui se sont déclarés comme étant le meurtrier d'Elizabeth Short. Aucune n'a pu être reconnue coupable et on peut supposer que beaucoup de personnes ont revendiqué justement ce meurtre pour accéder à la célébrité. L'affaire a fait beaucoup de bruit à l'époque et être reconnu comme l'instigateur de cette affaire, comme le meurtrier, serait évidemment, malencontreusement, accentué la notoriété du meurtrier. On suppose que le meurtrier aurait pu être un médecin, au vu de la précision chirurgicale des entailles réalisées sur le corps de la victime, ou alors on suppose que c'est un petit ami d'Elizabeth Short qui aurait fait le coup, mais à chaque fois, aucune preuve ne permettant d'aller plus loin dans ces pistes n'ont été retrouvées. On attribue également ce meurtre à d'autres tueurs en série qui étaient actifs à d'autres endroits, notamment le boucher de Cleveland, mais à chaque fois, ces suppositions restaient telles quelles, des suppositions. Ce meurtre est encore un meurtre non résolu, et personne ne sait encore aujourd'hui ce qu'il s'est passé vis-à-vis du meurtre du Dahlia noir, ou alors, qui en est à l'origine. Le 29 septembre 1982, 7 personnes dans la région de Chicago ont consommé un médicament, le Tylenol, un médicament utile pour alléger des maux de tête. Mais étrangement, toutes ces personnes, après avoir ingéré le dit médicament, se sont effondrés et ont perdu la vie. Ces victimes étaient Mary Kellerman, âgée de 12 ans, Mary Renner, âgée de 27 ans, Mary McFarland, 31 ans, Paula Prince, 35 ans, Adam Janus, 27 ans, Stanley Janus, âgé de 25 ans, Teresa Janus, âgée de 19 ans. Il se trouve qu'Adam Janus était hospitalisé et qu'il a pris un Tylenol et est décédé peu de temps après. Sa famille est venue pour le pleurer. Stanley et sa femme Teresa ont pris le même médicament pour alléger des maux de tête et ils sont décédés peu de temps après. Il y a donc eu 3 décès dans la même famille, le même jour. Et c'est ce point-là qui a permis aux enquêteurs de relier certains points et de faire la connexion entre toutes les morts et le fameux médicament. Un des médicaments appartenant à l'une des victimes a été envoyé à un expert en médecine pour être analysé. Déjà, sur la fiole, il y avait un numéro commun à toutes les autres fioles. MC 2880. L'expert a également senti le fameux médicament et une odeur lui est venue dans les narines. Une odeur plutôt anormale. L'odeur d'amande. Il y a un autre produit, étant connu pour avoir une odeur d'amande, c'est le cyanure. Et le cyanure, s'il est consommé en grande quantité, peut provoquer des convulsions, une insuffisance respiratoire, une crise cardiaque, donc vous l'avez compris, sa consommation peut entraîner la mort. Une théorie vient donc en tête des enquêteurs, et si quelqu'un avait remplacé ce médicament qui était censé alléger les maux de tête par du cyanure? Des tests sanguins ont été réalisés sur les différentes victimes, et il se trouve que chacune d'entre elles avait consommé de 100 à 1000 fois la quantité mortelle de produits. Naturellement, l'entreprise responsable de la production de ces médicaments a été interrogée et tous les médicaments Tylenol ont été rappelés pour éviter que d'autres morts ne surviennent. C'est 31 millions de bouteilles de Tylenol qui ont été rappelées. Mais une question demeure. Qui est ou qui sont les auteurs de cette transformation du médicament? Personne ne le sait. C'est pour cela qu'une récompense de 100 000 $ a été proposée à quiconque pourrait donner des informations sur le ou les responsables de ces meurtres indirects. Bien qu'une récompense alléchante soit proposée, personne ne sait dire qui est responsable de ces assassinats au cyanure. Il y a eu quelques imitateurs aux États-Unis, bien après l'incident initial, mais l'auteur original de ces meurtres, lui, n'a jamais été retrouvé. Le 26 janvier 2013, une jeune étudiante canadienne du nom d'Elisa Lam est en voyage aux États-Unis pour faire du tourisme.
Elle s'enregistre au Cecil Hotel pour y passer quelques nuits, le temps de passer ses activités touristiques avant de reprendre la route pour chez elle. Elle était en contact permanent avec ses parents, elle les tenait informés de ce qu'elle visitait, de sa vie pour les rassurer, mais le jour où Elisa Lam est censée faire son check-out pour quitter l'hôtel, elle ne se présente pas. Les parents n'ont également plus de nouvelles de leur fille et inquiets, ils décident donc d'appeler la police sur place. La police se met donc à la recherche de la jeune femme. Dans un premier temps, dans la ville de Los Angeles, ils pensent d'abord que peut-être quelque chose de grave lui est arrivé à l'extérieur, mais ils ne pensent pas directement à rechercher dans l'hôtel. Il n'y a aucune trace d'elle. Et c'est des jours plus tard, le 19 février, suite à des plaintes venant des différents clients de l'hôtel concernant l'eau, que là on va s'intéresser à quelque chose se trouvant sur le toit. Les clients se plaignaient que l'eau avait une pression anormalement basse, qu'elle ressortait parfois même des robinets de couleur noire, et avec un goût bizarre et une odeur très particulière. Immédiatement, on investigue donc concernant ce qui fournit l'eau, c'est-à-dire le château d'eau sur le toit du Cecil Hotel. Le service de maintenance ouvre donc le château d'eau sur le toit, et ce service découvre avec horreur le corps nu de la jeune femme qui avait disparu. Ses vêtements se trouvent juste à côté d'elle, flottant dans l'eau. La police est contactée, et maintenant la question demeure. Qu'est-il arrivé à Elisa Lam? Comment s'est-elle retrouvée dans ce château d'eau? Est-elle tombée accidentellement elle-même? Ou alors est-ce que quelqu'un a jeté son corps ici? On s'est donc intéressé un petit peu plus à la victime. Il se trouve qu'elle avait été diagnostiquée bipolaire et dépressive. En plus de ça, elle voyageait avec d'autres personnes, elle se trouvait dans des chambres avec d'autres clients, et elle a dû être déplacée dans une chambre seule parce que ces fameux clients s'étaient plaints de son comportement étrange qui était assez dérangeant. Ce comportement bizarre, on peut en avoir une image, car effectivement il existe un enregistrement, le dernier enregistrement où on voit Elisa Lam en vie, un enregistrement très connu, où on la voit dans un ascenseur, ayant un comportement plutôt normal, mais d'un coup s'agiter, comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. À la fin de l'enregistrement, on la voit quitter l'ascenseur, pour ne plus jamais être revue. On a l'impression qu'elle parle à quelqu'un qui se trouve hors champ de la caméra de l'ascenseur, mais qui? Ça, on n'a jamais réussi à l'identifier. Y avait-il vraiment quelqu'un? Ou alors était-ce peut-être quelque chose d'autre? Certains pensent à du paranormal, personne ne sait le dire réellement. De par le diagnostic bipolaire et dépressif d'Elisa Lam, on sait qu'elle prenait des médicaments. Peut-être donc qu'elle a eu une hallucination suite à la consommation de ces médicaments. Néanmoins, l'analyse du corps de la jeune femme a montré qu'il n'y avait aucune overdose, aucun signe de produits qui pourraient être à l'origine d'hallucinations. On pense également que la jeune femme a été assassinée, puis jetée dans le château d'eau pour masquer toute trace du meurtre, mais généralement un assassinat laisse des traumas sur le corps, c'est quelque chose qui se remarque, et le médecin légiste n'a pas remarqué de trauma sur le corps d'Elisa Lam après l'avoir analysé, ce qui développe la théorie qui indique qu'Elisa Lam se serait noyée elle-même dans le château d'eau. Cette théorie est assez controversée parce que le couvercle du château d'eau faisait environ 10 kg. Donc cela voudrait dire qu'Elisa Lam aurait soulevé ce couvercle de 10 kg, serait allée dans l'eau et l'aurait refermé ensuite une fois dans l'eau. Chose qui aurait été très complexe à réaliser. Cette affaire reste donc encore aujourd'hui un mystère. Certains pensent que la résolution de cette affaire ne peut pas se faire via les faits, les choses concrètes, mais plutôt si on se plonge plutôt dans l'abstrait, dans le paranormal. Effectivement, il se trouve que le Cecil Hotel est un hôtel avec une histoire assez macabre. Effectivement, il semblerait que une victime dont on a parlé un peu plus tôt, Elizabeth Short, aurait vécu dans le Cecil Hotel juste avant d'être retrouvée sur le terrain vague découpé en deux. Il y a un autre crime, celui de Goldie Osgood, qui est non résolu, mais où on sait que la victime s'est vue abusée et assassinée dans une des chambres du Cecil Hotel. Il y a également deux tueurs en série, Jack Unterweger et Richard Ramirez, qui résidaient tous les deux dans le Cecil Hotel alors qu'ils réalisaient leurs crimes. Il y a également beaucoup de personnes qui se sont donné la mort en ces lieux. Donc certains pensent que peut-être Elisa Lam aurait aperçu un fantôme, ce qui l'aurait rendue totalement folle, ou alors que son assassinat ne serait pas l'œuvre d'un être fait de chair et de sang, mais pourquoi pas celui du fantôme d'un tueur ayant résidé dans l'hôtel.
Cette affaire apporte des questions dont nous aurons probablement jamais les réponses, mais qui regorgent de théories plausibles ou alors très folles. En juin 2014, Maria et Derek Brodus ainsi que leurs 3 enfants se préparent pour emménager dans leur nouveau logement, une maison qu'ils affirment être la maison de leurs rêves. Située au 657 boulevard à Westfield dans le New Jersey, cette maison de 6 chambres est vraiment leur maison idéale. Ils ont hâte d'y emménager. Cette maison se trouve à quelques mètres de la maison d'enfance de Maria, la mère de famille, et la ville de Westfield est considérée comme une des villes les plus sûres des États-Unis. Néanmoins, avant l'emménagement de la famille dans leur nouvelle maison de rêve, une lettre est envoyée et déposée dans leur nouvelle boîte aux lettres alors qu'ils n'y ont pas encore mis les pieds. Cette lettre s'adresse directement au nouveau propriétaire de la maison. La lettre n'a pas été écrite à la main, elle a été dactylographiée, c'est-à-dire qu'on a utilisé soit une machine à écrire, soit un ordinateur et qu'on a imprimé la lettre. L'écriture était assez grossière, très peu esthétique. La lettre disait la chose suivante. Chers nouveaux voisins au 657 boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Le 657 boulevard vous a-t-il appelé avec sa force intérieure? Vous devez savoir que cette maison est le sujet de ma famille depuis des décennies. Et à l'approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre que cette heure vienne. Mon grand-père surveillait la maison dans les années 1920 et mon père l'a surveillée dans les années 1960. C'est maintenant mon tour. Qui suis-je? Il y a des centaines et des centaines de voitures qui passent chaque jour devant la maison. Peut-être que je suis dans l'une d'entre elles. Regardez toutes les fenêtres qui donnent sur votre maison. Peut-être que je suis à l'une d'entre elles. Regardez toutes les personnes qui se promènent devant la maison. Peut-être que je suis l'une d'entre elles. On pourrait penser que c'est simplement une lettre pour faire peur. Peut-être quelqu'un de jaloux qui avait des vues sur la maison. Mais c'est la suite de la lettre qui devient assez problématique parce qu'elle fait état de choses assez précises concernant la famille Brodus. Vous avez des enfants, je les ai vus. Jusqu'à présent, j'en ai compté 3. C'est parfait pour moi. Votre ancienne maison était-elle trop petite pour votre famille qui grandit? Vous avez peut-être d'autres projets d'enfants. Ou alors vous aviez envie d'amener vos enfants jusqu'à moi. Une fois que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et je les attirerai à moi. C'est ainsi que s'achève cette lettre avec la signature de quelqu'un indiquant son identité, le gardien, en anglais The Watcher. Évidemment, une fois que la famille a emménagé dans la maison et qu'ils ont vu cette lettre, ils étaient assez inquiets. Ils ont contacté les anciens propriétaires pour savoir s'ils avaient connaissance de quelque chose. John et Andrea Woods disent à la famille que, au cours des 23 années qu'ils ont passées dans la maison, ils n'ont jamais reçu une telle lettre. Sauf quelques jours avant que eux ne quittent la maison. Ils ont jeté la lettre, pensant que c'était simplement une blague, parce que eux, ils se sont toujours sentis plutôt en sécurité dans la maison, d'ailleurs tellement en sécurité que parfois ils ne verrouillaient même pas les portes le soir. La famille Brodus, inquiète, est donc allée voir la police avec la fameuse lettre venant du gardien. La police a entendu ce qu'avait la famille à dire et ils ont demandé à celle-ci de ne parler à personne de cette lettre parce que tous les voisins dans le quartier étaient maintenant des suspects. 2 semaines après la découverte de la lettre, bien que la famille n'avait toujours pas emménagé, une deuxième lettre a été envoyée. Cette fois-ci, sur la lettre, il y avait des détails beaucoup plus inquiétants. Il y avait l'ordre de naissance des différents enfants, également les surnoms que les parents leur donnaient, et s'ajoute à cela des questions sur comment les parents comptent aménager la maison, c'est-à-dire que le gardien demande si les parents comptent faire dormir les enfants dans le grenier, qui va dormir dans telle chambre, qui va dormir au 2e étage, et ce fameux gardien explique qu'il pose ces questions pour pouvoir mieux s'organiser. Finalement, la famille, prenant peur à cause de ces différentes lettres, décide de ne pas emménager dans la maison qu'ils ont achetée. Ils décident de suspendre ce projet. Et ils ont reçu une 3e lettre. Une lettre très simple, avec très peu de mots, qui demande simplement où ils sont passés parce qu'ils vont manquer à la maison. Cette affaire a eu un grave impact sur la psychologie de la famille Brodus. Parce qu'ils ne savaient pas qui était ce fameux gardien qui les surveillait. L'enquête de la police ne donnait rien parce qu'aucune empreinte n'était laissée sur la lettre. Une garde avait été placée dans la maison mais rien n'a été trouvé. Donc l'identité du gardien qui faisait pression sur la famille Brodus est restée inconnue et l'est encore aujourd'hui. En 1976, les habitants de Circleville, dans l'Ohio,
ont reçu des lettres très étranges. On sait que ces lettres étaient envoyées de la ville de Columbus, dans l'Ohio également, mais il n'y avait pas d'adresse retour sur celle-ci, permettant d'identifier qui en était l'auteur. Ces lettres étaient des lettres très accusatrices. Ils accusaient la personne qui conduisait le bus scolaire de la ville, Marie Gillespie, d'avoir une relation extra-conjugale avec le surintendant de l'école. Et une de ces lettres a été adressée à Ron, le mari de Marie, le menaçant de mort si jamais elle ne mettait pas fin à cette relation extra-conjugale. En 1977, Ron est décédé dans un accident de voiture. Un accident très étrange car il a impliqué des coups de feu. Le shérif qui a enquêté sur cet accident a déclaré que ce n'était qu'un accident. Et c'est après ce jugement que d'autres habitants de Circleville ont reçu des lettres disant que le shérif cherchait à cacher quelque chose. Quelqu'un a été reconnu coupable d'être l'auteur de ces lettres plus tard. Le mari de la sœur de Ron, Paul Fresher, qui a essayé d'assassiner Marie à l'aide d'un pistolet piégé. Paul a été arrêté et jeté derrière les barreaux, mais même une fois que le supposé auteur des lettres était mis hors d'état de nuire, les lettres ont continué à circuler dans la ville. Ironie du sort, même Paul, qu'on supposait être l'auteur, en a reçu une à son intention. C'est en 1994 que Paul a été libéré et sorti de prison, il a toujours clamé son innocence vis-à-vis ces fameuses lettres. Mais ce que vous vous demandez, c'est qu'est-ce que pouvaient contenir ces lettres? Ce qu'elles contenaient, c'était des informations concernant ce qu'il se passait dans le milieu privé de chacun des habitants, comme s'ils étaient surveillés. Par exemple, quelqu'un qui était violent envers sa femme allait recevoir une lettre directement dans sa boîte aux lettres, l'accusant d'effectuer des violences domestiques. Ceux qui étaient infidèles étaient accusés d'infidélité. Comme si quelqu'un savait tout ce qu'il se passait dans la ville, même derrière les portes des maisons des personnes qui y vivaient. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qui pouvait être écrit sur ces lettres, en voici un exemple. Voici le contenu d'une des lettres adressée à Marie, celle qui conduisait le bus et qui avait une relation extra-conjugale. Madame, c'est votre dernière chance de vous confesser. Je sais que vous êtes une chienne et je vais le prouver. Je vais réduire votre réputation dans tout l'Ohio. Vous êtes une ordure qui traîne autour des maris d'autres femmes, derrière leur dos. Vous êtes responsable de l'effondrement de familles et vous faites souffrir des mariages. Une lettre par exemple envoyée maintenant à Ron, le mari de Marie, celle qui a reçu la lettre précédente, disait clairement: vous devriez les surprendre ensemble et les tuer tous les deux. Radical. Vous l'avez compris, c'était des lettres très malsaines et l'auteur de ces lettres ou l'autrice était quelqu'un qui visiblement était tout aussi malsain. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui en est le ou la responsable.